Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Au sommaire, dans un rapport réalisé par des experts des Nations Unies, le Rwanda est accusé d'avoir apporté son soutien aux rebelles du M23. Selon le document qui sera publié sous peu, le Rwanda aurait appuyé le déploiement de la milice à l'est de la République démocratique du Congo, milice responsable du massacre de centaines de civils dans la région du Nord Kivu. Affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Une délégation ivoirienne était en mission à Bamako pour obtenir la libération de soldats détenus depuis plus de 5 mois. Des pourparlers sous la médiation togolaise qui ont abouti à une issue prometteuse, comme nous le verrons dans la suite de cette édition. Et puis, conflit au Tigré. Les pourparlers de paix se poursuivent à Nairobi, au Kenya. Ce jeudi 22 décembre, les parties belligérantes ont trouvé un consensus sur les modalités à utiliser pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria. Dans un rapport qui défraie déjà, la chronique des experts de l'ONU souligne le rôle du Rwanda dans la crise sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le document de 236 pages destiné au Conseil de sécurité de l'ONU devrait être publié dans les prochains jours. Selon le document, il existe des preuves substantielles du soutien apporté par le Rwanda au déploiement des rebelles du M23 à l'est du territoire congolais. La milice M23 est notamment accusée du massacre de centaines de civils dans la région du Nord Kivu. À maintes reprises, Kinshasa a accusé Kigali de soutenir le M23, ce qui a envenimé les relations entre les deux pays voisins. Le régime du président rwandais Paul Kagame continue de nier toute implication dans ce conflit. Le point sur la situation avec Robert Tobakbe. L'armée rwandaise a-t-elle mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo? Oui, estime l'Organisation des Nations Unies dans un rapport à paraître dans les prochains jours. Entre ces lignes, il est précisé que le régime de Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, a fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23. Une thèse que refutent les officiels de ce pays d'Afrique de l'Est. L'armée rwandaise ne dépasse pas ses frontières. L'armée rwandaise garde et assure la sécurité du Rwanda sur son propre territoire. Le Rwanda n'a pas besoin de traverser la frontière tant que ce n'est pas de commun accord avec le gouvernement congolais. Pour étayer leurs conclusions, les experts de l'ONU mettent en évidence des photos et des vidéos de combattants du M23 portant des gilets pare-balles et de l'équipement militaire neuf. Des images de drones montrent également la circulation d'artillerie, de munitions et de nouvelles recrues contrôlées par le M23 aux frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. En juin 2022, par exemple, une caisse de fusil lance-grenades chinois, connue pour être utilisée par les forces de défense rwandaises, précise le rapport, a été retrouvée sur une colline d'où opéraient des soldats rwandais, alors que cet outil ne fait pas partie de l'arsenal connu par les FARDC, les forces armées congolaises. En fait, il faut attendre que les preuves tangibles, matérielles soient présentées pour que leur gouvernement rwandais puisse en dire quelque chose. Parce que nous avons dans le même rapport qui nous parle d'une coalition de groupes armés et en coopération de facto avec les FARDC. On nous parle des FARDC et des réunions qui ont eu lieu avec les groupes armés, et notamment les FDLR. Donc aujourd'hui, il faut faire attention parce que ce groupe nous parle du M23 et des FDLR. Malheureusement, au niveau de la presse, que ce soit nationale et internationale, on a choisi de ne parler que du M23. Ce rapport de l'ONU fait suite à un autre publié le 4 août 2022, avançant que Kigali avait fourni des renforts de troupes au M23. Des chefs de groupes armés, des combattants et des ex-combattants ont confirmé aux experts de l'ONU avoir combattu seuls et conjointement avec les FARDC contre les troupes du M23 et ou de l'armée rwandaise et avoir reçu à plusieurs reprises des armes et des munitions de la part des membres des FARDC. À ce jour, ce conflit a provoqué le déplacement de plus de 500 000 personnes depuis mars 2022, selon la Coordination humanitaire des Nations Unies. Vers un dénouement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis plus de 5 mois.
Sous la médiation togolaise, la délégation ivoirienne qui s'est rendue à Bamako jeudi 22 décembre pour rencontrer les autorités maliennes, particulièrement le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a obtenu des avancées. À l'issue de cette rencontre, les deux parties, maliennes et ivoiriennes, ont convenu de signer un document qui servira de base à un dénouement heureux dans cette affaire qui doit acter le renforcement des relations entre les deux pays. La présidence du Mali a affirmé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que cet accord devait promouvoir la paix entre les deux pays en vue de surmonter cet événement. Écoutons à ce propos le ministre d'État ivoirien chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. De son côté, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, s'est engagé à poursuivre le dialogue entre les deux parties. On l'écoute. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons. Le Mali, où l'accord de paix d'Alger accuse un nouveau coup. Une coalition de groupes armés dans le nord du pays a annoncé ce jeudi 22 décembre son retrait des pourparlers de paix de longue date basés sur l'accord d'Alger signé en 2015. La coalition appelée Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP-PSD, a déclaré dans un communiqué qu'elle ne reviendrait à la table des discussions uniquement si les pourparlers avaient lieu dans un pays neutre sous médiation internationale. Elle dénonce notamment un manque de volonté politique de la part du gouvernement militaire de Bamako pour mettre en œuvre l'accord de paix. L'accord visait en effet à décentraliser le Mali, à intégrer les anciens rebelles dans les forces armées et à renforcer l'économie du Nord. Cette annonce met en péril l'accord signé à Alger il y a plus de 7 ans entre le gouvernement civil malien de l'époque et des groupes armés pour rétablir la paix dans le nord du pays, après que les rebelles ont tenté de rompre avec la capitale Bamako en 2012. Poursuite des pourparlers de paix dans le cadre du conflit au Tigré. Actuellement réunis à Nairobi au Kenya, les hauts responsables du gouvernement fédéral éthiopien et les hauts représentants du Front de libération du peuple du Tigré se sont mis d'accord ce jeudi 22 décembre sur les modalités à utiliser pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria pour mettre fin à 2 années de guerre dans le nord du pays. Cela ouvre la voie à l'équipe dirigée par l'Union africaine pour lancer dans quelques jours son exercice de suivi et d'évaluation de l'accord signé en Afrique du Sud. L'ancien président kényan et médiateur de la crise éthiopienne a d'ailleurs annoncé qu'il se rendra à Mekele, la capitale du Tigré, dans le cadre de cette mission. On l'écoute. We are very happy and grateful. Nous sommes très heureux et reconnaissants envers les deux parties qui ont été au centre des négociations pendant ces derniers mois. Nous pouvons affirmer que des progrès immenses ont été réalisés, des progrès marqués par l'engagement des deux parties à respecter certaines actions dans le but de normaliser la situation dans le Tigré et de ramener la paix en Éthiopie. Les parties ont poursuivi les négociations ces dernières heures et nous sommes tombés d'accord sur le fait que l'engagement qui doit être pris lors de notre prochaine visite à Mekele doit porter sur des actions.
Parce que les documents sont une chose, ce que nous voulons maintenant, ce sont des actions concrètes. Les parties ont accepté de donner à l'équipe de surveillance et de vérification de l'Union africaine un accès complet, un point de vue complet à 360 degrés pour s'assurer que tous les éléments des accords vont effectivement être mis en œuvre. Toujours dans l'actualité, nouvelle manifestation en Tunisie. 4 jours après, le mandat de dépôt émis à son encontre, des dizaines de Tunisiens se sont rassemblés ce vendredi 23 décembre devant le palais de justice pour exiger la libération de l'ancien Premier ministre et vice-président du mouvement Ennahda, Ali Larayed. Le rassemblement a été organisé à l'initiative du mouvement Ennahda. Certains dirigeants du mouvement, des avocats et des militants de la société civile y ont pris part. Pour rappel, le 19 décembre, le juge d'instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a émis un mandat de dépôt contre Ali Larayed au sujet du dossier de l'expédition des jeunes vers les foyers de tension et de terrorisme, ont rapporté des médias locaux. Le gouvernement du Rwanda renforce son soutien au secteur privé avec la mise en œuvre de projets d'économie verte face au climat. Le pays a récemment lancé un fonds de 104 millions de dollars. La facilité d'investissement vert baptisée Ireme Invest fournira des financements pour la mise en œuvre de projets verts et résilients au Rwanda. L'objectif est d'accélérer la transition du pays vers une économie bas carbone. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga. Un nouveau mécanisme d'investissement innovant a été mis en place par le Fonds vert rwandais et la Banque rwandaise de développement avec le soutien d'une série de partenaires. Ireme Invest, un centre unique pour l'investissement vert et durable, a été lancé avec une capitalisation initiale de 104 millions de dollars pour aider le secteur privé à accéder au financement vert au pays des 1000 collines. It's again trying, first of all, to take responsibility for ourselves. But at the same time, having done that, we want therefore to tell our partners. En lançant ce fonds d'investissement, nous avons d'abord voulu assumer nos responsabilités et en même temps envoyer un message à nos partenaires que si nous pouvons faire ça nous-mêmes, qu'eux aussi devraient assurément contribuer à cet effort pour qu'ensemble on puisse faire face aux défis actuels et futurs, notamment le changement climatique ou encore la pandémie que nous traversons actuellement et d'autres qui pourront subvenir dans le futur. En même temps, nous sollicitons des partenariats publics privés car les gouvernements ne peuvent pas tout faire sans l'aide du secteur privé. Public and private, because governments alone cannot really do much on their own. Ireme Invest se compose de plusieurs instruments de financement et de 2 guichets fonctionnant selon une approche intégrée. Une facilité de préparation de projets au sein du Fonds vert rwandais offrira des subventions pour couvrir les activités de projets de première phase afin de faire passer les projets de la faisabilité à la bancabilité. Une facilité de crédit intégrée à la Banque rwandaise de développement offrira des garanties de crédit et des prêts concessionnels. Rwanda emission represent 0.0. Les émissions du Rwanda représentent 0,0003% de toutes les émissions globales. Les émissions par habitant sont d'1/12e de la moyenne mondiale, 1/5e de la moyenne africaine. Malgré cela, le pays a décidé de consacrer une grande partie de ses maigres ressources à la lutte contre le changement climatique. Et je pense qu'il est important de le rappeler au monde entier, car nous avons souvent tendance à parler, mais quand les actions suivent les paroles, ça doit se savoir. Ireme Invest est conçu pour aider le Rwanda à atteindre ses objectifs en matière de climat et de développement, ainsi qu'à créer des emplois verts en investissant dans l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la mobilité électronique, entre autres secteurs. Pour atteindre ces objectifs, le pays a besoin d'investissements d'un montant total de 11 milliards de dollars américains. Ireme Invest vient en réponse à ce besoin en proposant une gamme d'instruments financiers adaptés aux besoins du secteur privé rwandais.
L'adoption de moyens de paiement virtuel évolue dans le monde et particulièrement en Afrique, continent reconnu comme celui qui abrite en 2022 le plus grand nombre de possesseurs de crypto-monnaies au monde après l'Asie. Si des problèmes de réglementation se posent, des institutions comme la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique estiment que les crypto-monnaies sont un atout pour le commerce. Séverin Douke. La crypto-monnaie est de plus en plus répandue en Afrique, une expansion qui s'explique en partie par la simplification des procédés d'utilisation, la gestion des transactions de manière sûre, le faible coût de production par rapport à la monnaie fiduciaire. Le 25 octobre 2021, le Nigeria devenait le premier pays africain à lancer sa propre monnaie numérique, le e-Naira, suivi par la République centrafricaine avec le Sango. Plus de 400 millions de dollars ont été échangés en crypto-monnaie au Nigeria en 2020, faisant du géant ouest-africain le troisième utilisateur de monnaie virtuelle au monde après les États-Unis et la Russie. En 2021, au niveau mondial, les échanges en crypto-monnaie se sont élevés à 14 000 milliards de dollars contre 1800 milliards de dollars en 2020. Ça vient combler quelque part un besoin. Ce besoin en fait là de faire des transactions avec des monnaies numériques, il y a des banques centrales qui sont à l'écoute de cela. Par exemple, si vous prenez par exemple, il y a la banque centrale par exemple du Nigeria qui a lancé en fait là tout dernièrement par exemple le e-Naira. Donc elle pense en fait là qu'en lançant le e-Naira, ça va pouvoir quand même drainer une partie des populations qui sont tentées par exemple d'aller dans ces crypto-monnaies qui sont très très risquées d'ailleurs vers en fait là cet outil en fait là de paiement qui est une monnaie carrément numérique en fait là qui a été faite par la banque centrale. Selon les experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'utilisation des crypto-monnaies permettrait de pallier au problème de paiement des factures dans le système de commerce international, dont les transactions sont compliquées à cause de la diversité et la fluctuation des monnaies, notamment dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La technologie derrière en fait là ces crypto-monnaies peut servir quand même à de bonnes fins. On parle par exemple là de la zone continentale de libre-échange par exemple en Afrique. Et on sait qu'en Afrique aussi, une des contraintes aussi souvent, c'est même faire des transactions en fait là, entre les différents pays. Mais même au-delà de faire les transactions entre les différents, mais comment est-ce que vous faites les paiements? On a chaque pays en fait qui a sa monnaie, les systèmes bancaires souvent il n'y a pas une communication très fluide et autres. Donc ces monnaies digitales là peuvent permettre quand même là d'avoir cette fluidité là aussi au niveau des règlements en fait là des transactions. Dans un contexte marqué par une population extrêmement jeune et la digitalisation dans tous les services, selon les experts, la crypto-monnaie revêt un enjeu important dans le cadre de la recherche de solutions de paiement fiables et numériques. D'après les données de AAA, société spécialisée dans la technologie blockchain, l'Afrique est en 2022 le continent qui abrite le plus grand nombre de détenteurs de monnaie numérique au monde, après l'Asie, avec 53 millions de personnes sur les 320 millions de détenteurs au plan mondial. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.